Hey Benz! Bienvenue au podcast! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 62. En forme, Benz? Toujours en forme. Des grands Fudge. films cette semaine. Hein? Des grands films, puis Oui. un gros bloc intéressant aussi. Là. Christy. Benz, j'attends ça depuis au moins 3 ans. J'ai enfin été au cinéma, Ben. J'ai été voir Scream. Puis je sais que Scream, c'est comme ton slasher préféré de tous les temps. Fait que tu es comme très excité d'en parler. Oui, j'étais déjà très excité quand l'annonce est sortie à la fin de l'été. Puis là, ils annonçaient ça le 14 janvier. Fait que là, j'étais là, aïe, il faut que j'aille voir ça. Puis finalement, ils ont fermé le cinéma, Colin. Fait que j'ai dû attendre un mois. Je me suis désabonné à toutes les pages sur les réseaux sociaux là, qui pourraient m'indiquer des spoilers parce qu'on le sait, un film du genre, on l'a vu avec Spider-Man aussi, là, dès le lendemain, tous les spoilers sont sortis. Puis, même si souvent on commence à s'en douter là, avec tous les trailers qui sortent, puis il y a aussi plein de théories de fans là, sur des pages de fans. Fait que, des fois, on commence à se douter de certains spoilers qui vont sortir. Fait qu'on n'est pas tant surpris par ce qu'on voit dans le film, mais c'est plutôt par rapport à la façon dont le gros punch du film présente. Je pense à Spider-Man, justement, que je t'ai parlé dans le temps de Noël. Il y a des gros spoilers là, dans ce film-là, puis ils sont déjà tous sortis, mais comme la façon dont c'est apporté dans le film, c'est tellement magique et incroyable que. Même si tu le sais, je pense que ça dérange pas. T'sais. Ben, c'est ça, puis tu vas le réécouter le film, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe, puis ça va être écœurant. Puis c'est pour ça aussi que Scream, c'est comme ma franchise préférée de slasher, puis c'est le film d'horreur que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie, là, fait que j'avais pas besoin de les réécouter Ben, avant d'aller voir le nouveau, mais je les ai réécoutés pareil. En fait, j'avais réécouté les 4 avant que ça sorte en janvier, puis là, finalement, ils ont fermé le cinéma, fait que j'étais là, bon, au moins, je les ai réécoutés avant. Puis là, j'ai écouté juste l'original avant d'aller voir le nouveau. Parce que, c'est ça, j'avais l'impression qu'on allait plus jouer justement sur les codes du film original, puis sur ce qui s'était passé là, dans ce film-là. Juste dans l'annonce, on nous disait justement que ça allait, les victimes allaient avoir des liens avec les tueurs originaux. Fait que c'était important quand même de suivre l'histoire là, par rapport à le film original. De ce que j'ai compris, c'est comme un genre de reboot du premier qui il joue un peu sur les codes du reboot, ou je sais pas trop. Là. Ouais, ben écoute, comme je t'ai souvent expliqué, comme Scream, c'est ben là, on le comprend aussi en écoutant le film, c'est une satire des slashers. On parle dans l'original, on parle, on a le petit cinéphile là, qui nous explique justement toutes les règles, comment Randy. survivre à un film d'horreur, Randy, mon personnage favori de la série en passant. Puis on nous établit des codes justement, comment survivre dans un film d'horreur, puis qu'est-ce qu'il faut faire, mettons, en tant que tueur, comment on procède, t'sais. Puis c'est ça pour tous les films. La suite de Scream 2, ben, c'est une satire des suites. Le troisième, c'est une satire pour expliquer la fin d'une trilogie, donc la conclusion ultime, si tu veux, entre parenthèses. Comme on voit dans toutes les grosses sagas, la trilogie de Star Wars, la trilogie de Lord of the Rings. Le dernier du film, c'est toujours celui qui va présenter la plus grosse guerre, la plus grosse, le plus gros punch final. Puis là, tu avais le quatrième qui voulait se faire son propre remake, si tu veux. Là. Fait que c'était comme la nièce de Sidney Prescott. Là, elle voulait être une star. Fait qu'elle a comme organisé des meurtres pour faire son propre Scream, sa propre histoire de terreur, là, si on peut dire. Fait que c'était quand même intéressant. Mais bon, c'est sûr que l'original restait imbattable, Benz, puis ça, c'était mon préféré. Là. Même si je les ai tous aimés, selon moi, le plus faible des 4, c'était le 4, parce que, bon, on restait dans
la même formule que l'original. Puis c'est ça aussi, là, en général, un remake, tu vas regarder le remake de Friday the 13th, le remake de Nightmare on Elm Street, c'est toujours un peu la même rengaine qu'on retrouve, les mêmes personnages qui reviennent, puis toute l'équipe. Mais le nouveau, j'avais quand même beaucoup d'attentes. Puis, l'annonce aussi nous donnait beaucoup de. Moi, ça me donnait beaucoup de frissons, si je peux faire un jeu de mots. on retrouvait les personnages principaux, puis, comme les 3 personnages, dans le fond, survivants là, des 4 films précédents. Puis, même si les acteurs avaient déjà. Sidney Prescott. Oui, Sidney Prescott. Gil Weathers, puis Dewey, c'est ça? Exact. OK. Le shérif Dewey, Riley, Gil Weathers, Sidney Prescott. Puis les acteurs, dans le fond, avaient déjà dit, après le 4e, ils avaient dit, pour nous, c'est fini, cette série-là, dans le sens que Wes Craven, il avait fait le 4e film, puis il est mort pas longtemps après, puis c'était vraiment comme sa finale qu'il voulait faire, puis c'est tant mieux comme ça. Ils ont décidé de faire un 5e, je pense, aussi pour honorer justement cette série-là, puis Wes Craven, son travail, comment il a fait. À la fin du film, justement, c'est écrit pour Wes, là, comme For Wes. Fait que, je trouve que personnellement, c'est un bel hommage. J'avais beaucoup d'attentes, puis j'ai pas été déçu pour vrai. Je suis revenu chez nous dans le tapis, puis j'avais vraiment hâte de le revoir, même. Je pense retourner le voir peut-être au cinéma. T'as un personnage qui s'appelle Wes aussi. Oui, exact. C'est un personnage qui s'appelle Wes. C'est sûrement. La théorie de toutes les fans, c'était sûrement la théorie qui était le plus relevée, comme quoi le personnage de Wes, bon, c'est le tueur. Aujourd'hui, Ben, je dirais aucun spoiler. En tout cas, pas ce qu'on a vu, mettons, pas, rien qu'on n'a pas vu dans l'annonce ou peu importe. Je vais commencer par te dire que le film, j'ai adoré ça, c'était écœurant. J'ai vu, par exemple, beaucoup de commentaires. Ben, tu sais, il est Fresh Tomatoes. Je pense à 88%. Je n'ai pas vu exactement. Là, il est rendu à combien. Mais. Ouais. OK. Ça, c'est notre recherchiste en chef, Benz. T'es-tu là encore? Là? T'es-tu perdu? Oui, je suis encore là. J'attends. Okay. 76. 76. Pardon? 76. 76, c'est pas super. Mais tu vois, comme tout film, après le premier week-end, bon, il y a plusieurs critiques qui sortent. Puis, là, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient, bon, c'est le moins bon, ça revient au même, c'est nul à chier. Ben, si tu comptes la plupart des critiques, ben, c'est positif. Puis, ces gens-là, bon, soit qui n'ont pas vu le même film ou ben sont juste tannés du film, mais dans ce cas-là, ben, qu'ils ne l'écoutent pas, tu sais. Ben, c'est ça. Si ça parle pas à telle personne, n'écoute-les pas, puis ça te parle pas, puis c'est correct. Ça. Puis, je pense qu'il faut savoir à quoi s'attendre aussi, là, en allant voir un Scream. Si t'es un fan de la série, tu vas savoir là, à quoi t'attendre. Puis, tu sais qu'ils réinventeront pas la roue avec ce film-là. Tu sais, c'est sûr que c'est des affaires qu'on a déjà vues. C'est pas du nouveau, Benz. Mais la façon dont c'est filmé, puis dont l'intrigue est racontée, je trouve que c'est différent de ce que Wes Craven faisait. Puis j'ai vraiment apprécié ça parce que justement, ça redonne un nouveau souffle à la série, je trouve. Puis là, bon, ils ont déjà annoncé là, qu'une suite était planifiée. Là, fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils s'en vont. Je pense que on s'en va dans une nouvelle trilogie là, avec justement les nouveaux protagonistes qu'on nous présente dans ce film-là. Là, c'est une nouvelle Final Girl, une Scream Queen, qu'on appelle. Je pense qu'elle crie bien quand même. Fait que, elle a de l'avenir là-dedans. C'est une actrice que je connaissais pas de temps. Elle s'appelle Melissa Barrera. Elle a fait, je pense, une comédie musicale avant ça. C'était son plus gros film, je pense, qu'elle a fait. Ben, c'est quand même une bonne actrice. Puis, tu as aussi d'autres nouveaux jeunes acteurs là, qui vont sûrement faire leur carrière avec ce film-là. Comme on peut penser justement à Jamie Kennedy, qui joue Randy dans le film original. Lui, c'était comme son plus grand rôle qu'il jouait, son premier grand rôle qu'il jouait à l'écran. Puis ça l'a fait connaître là, parce que tout le monde a commencé à l'aimer. Puis justement, dans ce film-là, t'as deux jeunes qui sont comme les neveux de Randy.
sans qu'il l'ait connu, parce qu'il est mort, il est mort avant qu'il soit né. Là. Mais on voit la sœur de Randy dans le 3, puis cette actrice-là, bon, elle revient dans son rôle, un petit rôle là, qu'on voit. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est comme l'héritage, tu veux, que Randy laisse à sa famille. Puis c'est deux jumeaux, fait que il y en a un qui est comme plus sportif, mais l'autre est vraiment comme son oncle. Elle la tripe sur les films d'horreur, puis elle connaît les règles. Puis justement, ça nous est présenté dans ce film-là, comme dans les autres films, on nous explique à quoi on a affaire. Ça pourrait paraître comme une satire de reboots, mais on se base plutôt sur des requels, qu'en français on appelle les resuites. Donc, quelque chose que j'ai pensé hier qu'on parlait un peu des liens entre les personnages. Je sais pas si tu vas aller là ou c'est un spoiler, là, mais ça m'a fait penser un peu à ce qu'ils ont fait avec Halloween, avec le premier de David Gordon Green, je pense qu'il s'appelle. Ouais. Comment ils jouent avec les rôles entre les personnages puis les personnages originaux de la série originale, tu sais. Oui. C'est-tu une flèche à ça ou c'est quoi? Ben, je pense que c'est là que je m'en allais justement avec les requels, Ben. Parce que justement, les requels, c'était pas tant connu là, jusqu'à maintenant. Là, ça redevient un peu. Grâce à Scream, je pense que ça va devenir un terme en soi là, qu'on va appeler à la place de dire des reboots. Parce que là, on a vu justement avec Halloween, des requels, en fait, ce serait une suite qu'on fait des années plus tard. Pas nécessairement en oubliant. Comme pour ce qui est de Scream, on n'oublie pas les trois autres films entre l'original puis le dernier. On n'oublie pas ces films-là. Les événements ont quand même eu lieu. Mais dans plusieurs autres sagas, justement, qu'on parle de requel, ben, on va oublier les suites déjà faites. Puis ça va juste être un film qu'on appelle comme le. Ben là, dans ce cas-ci de Scream, puis aussi Halloween de 2018, qui est le cas, justement, qu'on oublie tous les autres films faits de Halloween, là, les 18 films d'avant, ben, on les oublie, puis c'est tout de suite une suite, tout de suite. C'est une suite directe au film original. Fait que, tu sais, ça se passe comme 30 ans, 40 ans plus tard. Mais on garde le titre original, tu sais, pour comme dire que c'est comme un reboot, mais dans le fond, c'est une suite qui reprend justement les personnages principaux de l'original, qui sont rendus plus vieux, puis ils vont comme devenir les mentors, si tu veux. C'est un peu là où tu allais, je pense, dans le lien là, qui lègue. Là. Dans le fond, c'est une legacy. Là, c'est un héritage que les acteurs originaux, ben, ils laissent aux nouveaux acteurs, puis comme ils leur laissent un pouvoir entre les mains, celui de prendre leur rôle. Là, puis tu le sens bien dans le film de Scream, sans divulguer de spoilers. Il y a plein de théories là, sur ce qui se passe avec les trois acteurs originaux. Mais ils sont revenus dans ce film-là. Puis en entrevue, moi, j'avais vu beaucoup d'entrevues justement des acteurs originaux qui parlent de leur retour. Puis c'était important pour eux de justement rendre un hommage à Wes Craven. Parce que ça a l'air que c'est un Christy réalisateur qui prenait bien soin là, de ses acteurs. Puis il était super le fun sur les plateaux de tournage. Fait que, pour un acteur, je pense que c'est le fun justement de rendre hommage à quelqu'un qu'ils ont apprécié pendant des années. Puis, pour la plupart de ces acteurs-là, ben, c'était leur plus grand rôle à vie. Là, ils vont rester. On regarde Courtney Cox, même si elle est bien connue pour Friends ou pour autre chose, ben, si on la connaît comme Gale Weathers, là, ouais. ça va rester Gale Weathers. Là. Puis c'est ça aussi que le troisième film nous dit. Là, quand on voit une actrice qui joue le rôle de Gale Weathers, ben, c'est comme c'est moi, Gale Weathers, là, puis elle meurt. Là. Mais tout ça pour dire que dans le nouveau film, j'ai bien aimé comment c'est justement cette relation-là entre les anciens acteurs puis les nouveaux acteurs, ben, comment ils ont approché ça. C'est pas totalement comme le nouveau Halloween. Dans le nouveau Halloween, tu as une Jamie Lee Curtis badass qui veut à tout prix protéger sa famille, puis comme là, elle se venge. Tandis que, dans les 4 films qu'on a vus Scream, ben, on a vu Sidney Prescott grandir, puis devenir de plus en plus mature, puis forte là, avec elle-même. Là. Je pense que c'est bien représenté là, dans l'évolution des films et des personnages. Puis là, dans celui-là, ben, c'est sûr que je te dirais que Dewey a plus de screen time que Gale ou Sidney. Je
je pense que c'est bien comme ça aussi. J'aurais pas fait de changement, mais je me demande si, mettons, on n'aurait pas pu miser un peu plus sur les acteurs principaux des films originaux. Mais je comprends aussi que si on veut aller dans une nouvelle trilogie, ben, ramener des nouveaux acteurs et des nouveaux personnages, ben, c'est important aussi de leur laisser beaucoup de screen time. Là. Puis je pense qu'ils ont quand même bien fait là, pour ça. Parce que les nouvelles Final Girl, puis les nouveaux personnages, puis, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont encore vivants, ben, sans vouloir spoiler rien, il y a quand même des survivants à la fin de ce film-là. Puis, ben, je pense qu'ils ont quand même bien bâti leur rôle, là, l'espèce d'histoire là, autour de leur personnage. Je pense que c'est quand même bien construit là, pour une suite possible puis une trilogie. T'as-tu une question à date? Moi, tu sais, mettons, tu regardes un Scream, là. Il y a deux choses que tu veux avoir. Tu veux du méta, puis tu veux des kills vraiment violents. Tu sais. Fait qu'est-ce que t'es Ouais. servi? Ah, ouais. C'est là que j'allais, justement. OK. Bon, mon prochain point, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est ce film-là, le quatrième, je te dirais, c'est le plus violent des quatre. Quand il est sorti, c'était ultra violent, il y avait plein de sang. Puis, Wes Craven aussi, dans ses derniers films, on dirait il aimait ça mettre encore plus de sang là, dans ses scènes de violence, puis tout le kit. Puis dans le quatrième, ben, tu as des explosions de sang, puis c'est comme. C'est du sang vraiment comme. C'est brun, là, puis c'est rough. Dans celui-là, c'est pas tant sanglant, mais il y a du sang pareil, mais je te dirais que c'est beaucoup plus violent. Les morts, puis comment que ça se passe, là, je te dirais que c'est celui qui est le plus violent puis qui est le plus réaliste, là, si je peux dire. Moi, je trouve, souvent dans les slashers, tu vas voir, mettons, un coup de couteau, puis là, bon, c'est sûr que tu vois que c'est faux, surtout dans les vieux films là, de slashers, surtout, tu vois que c'est fake. Puis, souvent, Wes Craven, dans ses films, ben, justement, le sang, ben, ça avait l'air beaucoup trop rouge ou beaucoup trop. Puis c'est ça aussi qui rit dans le Scream original. Ils disent pourquoi c'est trop rouge, le sang. Mais j'ai toujours trouvé que dans les Screams, les coups de couteau et les morts étaient quand même bien stagés là, en général. Dans le nouveau, ça fait pas de différence. Je trouve qu'ils ont même misé encore plus sur le réalisme puis sur la violence. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Puis la seule affaire, admettons, je te dirais, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va battre l'original, Ben, même pas le nouveau film. Je te dirais quand même que c'est un bon Scream, puis je te dirais, il a surpassé le 3 puis 4 là, dans ma tête. Là. Je pense que même qu'ils sont pas aussi bons que le premier, ils sont tous intéressants à leur façon pareille. Ben oui. Parce que pour moi, mettons, le premier, c'est pas un slasher, c'est un essai sur le slasher. C'est comme s'ils décortiquent puis ils font une thèse dessus. C'est ça le film. Puis je pense qu'à chaque fois, c'est un peu ça qu'ils font. Puis même si c'est moins intéressant, mais il y a quand même une réflexion derrière pareil. Ben oui, c'est clair. Puis, je te disais, j'avais un ice en revenant chez nous, j'avais le goût de les réécouter au complet, ben, c'est parce que justement, t'es comme cette. Même si je sais à quel moment tout le monde meurt, puis je sais que c'est qui le tueur, ben, c'est juste le fun à regarder. C'est des films cheesy à regarder. C'est comme tu regardes ça, puis tu regardes pas ça pour, admettons, pour de la violence ou pour juste analyser un film. Tu regardes ça parce que c'est le fun à regarder, puis les dialogues sont bons aussi. Moi, j'adore les dialogues dans les Screams. Puis, pour un cinéphile aussi comme nous, c'est le fun de voir justement des personnages qui sont autant comme proches de ces films-là. C'est encore plus le fun quand tu connais les films dont ils parlent dans le film. C'est comme là, dans le nouveau Scream, ils parlent beaucoup plus de. Puis, je trouve que chaque Scream parle justement des films d'horreur de leur époque. Là. Tu vas regarder, mettons, la suite de Scream 2, bon, ils vont parler beaucoup des suites en général, Terminator 2, Aliens, le Parrain 2, Vendredi 13 2, partie 2. Mais comme, mettons, le quatrième Scream, ben, il parle des films de l'an 2000 qui ont fait beaucoup jaser, mettons, Décadence, Massacre à tronçonneuse. C'est des films, justement, de l'époque dans laquelle on se retrouve dans le film.
Puis là, dans le nouveau Scream, ils parlent beaucoup plus des films d'horreur psychologique, de Jordan Peele, ou ils vont parler du film It Follows. Ouais, Ari Aster, Héréditaire, le Babadook. Là, moi, personnellement, j'ai pas de temps trippé sur le Babadook. J'ai trouvé ça long et plate. Mais dans le film, ils disent c'est beaucoup plus psychologique. Comme, on est rendu là dans les films d'horreur. Puis The Witch, mettons, ils vont parler de ça. Fait que c'est intéressant parce que c'est dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Fait que les plus jeunes, admettons, qui vont voir ce film-là, ben, ils sont pas perdus, admettons, comme dans. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui sont perdus dans l'original là, parce qu'ils disent ben là, c'est sûr qu'ils parlent de classiques aussi, là, comme Halloween et Friday the 13th, mais ils pourraient être mélangés. T'sais. Comme, admettons, la personnage, justement, qu'on voit dès le départ, là, la nouvelle, en parenthèse, Drew Barrymore, au début du film, ben, comme, elle dit clairement, j'ai pas tant vu, Stab, en parlant, justement, du film fait sur basé sur l'histoire du premier Scream, là. Donc, ils les appellent les Stab. Puis, ça montre un peu dans quel esprit les jeunes d'aujourd'hui, les ados sont, dans le sens que c'est pas tous les jeunes qui avaient vu sûrement le premier Scream. Fait que là, ils s'en vont voir ce Scream-là. Ils sont pas perdus pour autant parce que dans le film, on nous explique quand même très bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire originale. Fait que c'est comme une nouvelle histoire, si tu veux, qui raconte bien. C'est comme de voir le nouveau Halloween. C'est quand même très bien expliqué qu'est-ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Tu n'as pas besoin de voir le Halloween de 1978 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant. Ils pensent à la nouvelle génération qui, justement, qui sont. Bon, c'est sûr que je trouve qu'ils sont paresseux s'ils n'ont pas vu les classiques comme Halloween puis Scream, mais regarde, des choses qui arrivent. En même temps, si des gens découvrent ces films-là, puis après ça, décident de fouiller plus loin puis d'aller voir des vieux classiques, mais c'est tant mieux. Ah, ben oui. Ben oui, c'est sûr. On parle autant aussi des vieux classiques comme Halloween puis Vendredi 13 là, dans le nouveau film de Scream. Fait que, c'est intéressant. Puis ça reste aussi les gros classiques des slashers. Mis à part ça, je te dirais que le point négatif que je donne à ce film-là, c'est que selon moi, il manque un peu de scènes de poursuite. Dans tous les Screams, t'as quelques scènes que tu vois justement Ghostface qui poursuit Sidney ou Gale ou Dewey. Je pense, par exemple, moi, dans le fond, personnellement, ma meilleure scène de toute la saga confondue, ma meilleure scène de poursuite, c'est dans le deuxième, quand Gale et Dewey se font poursuivre par le Ghostface dans l'université. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand même bien. Pas bien, mais oui. OK, c'est sombre. Là, il se cache, il y a plein de classes partout. Fait que là, il rentre dans les classes, puis là, t'as Ghostface qui se promène, puis là, il y a comme des. C'est comme un studio, si tu veux, de radio. Fait qu'il y a des vitres sans teint, puis là, tu vois Ghostface l'autre bord qui le cherche, puis là, t'as Dewey qui est l'autre bord de la vitre, puis là, t'as Gale qui est l'autre bord, puis là, il se fait stabber dans le dos. Fait que là, comme. C'est bien fait, je trouve, c'est bien réalisé, c'est bien monté, c'est le fun, puis c'est stressant aussi. Tu te demandes, OK, elle va-tu se faire pogner? Puis la toune est bonne. Mais bon, dans ce film-là, je trouve qu'il a manqué un peu de scène de poursuite. Même si il y en a quand même là, des personnages qui font poursuivre. Je pense, admettons, à la fin du film original, où Sidney, elle court autour de la maison, dans le champ, puis là, elle s'enfuit vraiment là, du Ghostface. C'est une longue scène quand même de poursuite, puis je trouve ça quand même bon parce qu'on se doute vraiment pas de qui c'est le Ghostface. Fait que quand il y a la révélation à la fin, là, tu te dis aïe, OK, c'est pour ça qu'il était partout à la fois. Puis c'est pour ça que c'est excellent à ce point-là. Mais bon, dans le nouveau, je trouve qu'ils ont misé un peu plus sur l'effet de surprise. Puis c'est ça aussi la méthode du nouveau Ghostface, dans le sens que il va pas prendre 10 minutes là, à te poursuivre. Là. Il va te stabber direct et tu crèves. Là, c'est beaucoup plus violent dans ce sens-là aussi. Mais je trouve que la méthode justement utilisée pour les meurtres puis comment c'est réalisé, là, dans le fond, j'ai trouvé ça vraiment bon quand même. Là. Même si mon gros point négatif du film, c'est qu'on n'avait pas justement cet aspect-là de poursuite. Là. Puis c'est quel le meilleur kill de la série? Moi, à mon avis, c'est la sœur de Dewey dans le premier. Là, mais...
Avec le garage. Ah ouais. Ouais, écoute, il y en a beaucoup que j'aime. Moi, c'est sûr que le meurtre de Casey Baker, là, dans le fond, le Le premier, premier ça, meurtre, c'est vrai que c'est bon, ça. Tout c'est un le plan classique. séquence, c'était carré. Ouais, c'était écœurant, puis au ralenti, puis tout le kit. Puis justement, dans le nouveau Scream, ils font un peu un parallèle à ça, mais sinon, Randy, c'est le plus crève-cœur, je trouve. Randy, là, je veux pas spoiler rien, mais bon, c'est un film il y a déjà quasiment 20 ans, 30 ans, fait que allez le voir, là. Mais dans Scream 2, Randy qui se fait pogner dans la caravane, après avoir comme dialogué pendant genre 10 minutes. Là. C'est excellent, là, je trouve. C'est toujours bon à chaque fois que je le vois. Puis je suis comme, oh fuck, man, pourquoi ils ont fait tuer Randy? Mais regarde, c'est ça aussi la réaction de toutes les. T'sais. Puis c'est pour ça aussi, je pense que aussi, c'est mon personnage favori de la série. Fait que, dans le nouveau Scream, de voir, c'est sûr qu'à chaque. Sauf peut-être dans le 3, là, je te dirais que dans le 4, ils ont essayé de ramener un nouveau Randy, si tu veux, avec le personnage. Ben, l'as-tu vu le 4? Non, c'est ça, j'ai pas vu à part le nouveau, là, mais non. Parce que Eden Patinière, l'actrice est blonde, là. Non, je sais pas. Eden Patinière, OK. Ben, en tout cas, elle joue dans le 4, puis c'est comme la nouvelle Randy, si tu veux, entre guillemets, mais oui, elle connaît les films, elle parle de films, tout le kit, mais comme elle ne surpasse pas Randy. Tandis que dans le nouveau, tu as justement, comme je te disais, les neveux, si tu veux, de Randy, puis je pense que, ouais, c'est ça, c'est elle. Elle a les cheveux plus courts là, dans le 4, mais comme dans le nouveau, justement, les neveux de Randy, je pense qu'ils ont plus de chances de surpasser ou même égaliser Randy, je te dis pas s'ils survivent les deux ou s'ils meurent les deux ou rien de ça, mais admettons, il y a une suite, puis admettons qu'ils survivent, ben, ça pourrait être de bons personnages à développer là, de plus en plus. Mais je te dirais, sinon, il y a le troisième dans lequel je te dirais que c'est la meilleure mort, c'est dans le 5. Fait que je le dirai pas pour pas spoiler rien, là, mais c'est un Christy de personnage, le fun, puis c'est ça, c'est une Christy de bonne mort. Moi, ce que j'aime aussi des Screams, c'est que ça me ramène un peu à le sentiment de Scooby-Doo quand on était jeune. C'est un peu le même concept. Ouais. Ça, c'est hot. Ben oui, ben tu sais, Scream, moi non plus, tu sais, je l'ai jamais vu comme un slasher. Je te dis pourquoi, parce que dans ma tête, c'est plus mystère, suspense. Tu sais, c'est comme. C'est pas un slasher, mettons, à la Halloween que, tu sais, il va. Ben, je te dirais plus, tu sais, le premier Halloween, c'est plus, admettons, du voyeurisme ou d'autres choses. Mais je te dirais, mettons, Friday the 13th, c'est sanglant, c'est comme c'est un monstre à la machette qui tue tout le monde. Ça, c'est vraiment un slasher pur et dur. Tandis que Scream, c'est ça, on dirait que c'est plus une enquête policière, justement, comme dans le deuxième, surtout, tu as Gale puis tu as Dewey qui enquête vraiment pour savoir c'est qui serait le meurtrier. Fait que c'est. Ben, je pense que la différence, c'est que, mettons, dans Scream, c'est que tu cherches à savoir c'est qui, tandis que dans Halloween, ben, c'est Michael Myers, puis tu t'en fous un peu c'est qui Michael Myers, puisque tu le connais depuis le départ. C'est ça. Puis je pense que c'est la force aussi de Scream, c'est d'avoir tout le temps, justement, ce doute-là sur chacun des personnages. Puis il joue pas mal là-dedans avec le nouveau, c'est que tout le monde s'accuse, puis c'est comme rendu quasiment une blague de dire « Ah ouais, c'est toi, qu'est-ce que tu faisais hier? » Puis tout le kit. Fait que tu as plus de chances justement d'accuser tout le monde puis de plus savoir où donner de la tête. Je te dirais que à certains moments, ça peut être prévisible à la fin, c'était qui, mais tu as tout le temps ce doute-là dans la tête. Comme le premier film, viens pas me dire que la première fois que tu le vois au cinéma, tu te dis Ah ouais, c'est Billy Loomis, c'est sûr. Oui, au début, tu as des doutes, mais là, à un moment donné, ça devient trop évident. C'est comme OK, il se fait arrêter, puis là, elle reçoit quand même un appel. Fait tu te dis, OK, ça peut pas être lui, il est en prison, fait que c'est sûr que c'est pas lui. Fait qu'à la fin, t'es vraiment mélangé, surtout qu'il se fait, entre guillemets, stabber, il se fait tuer, devant les yeux de Sidney, fait que tu te dis, OK, mais c'est qui, tabarnache? Fait qu'à la fin, là, c'est une grosse surprise quand t'apprends que finalement, c'est lui, Puis surtout que tu peux regarder le film de peur 1 puis tu ne seras pas gâché le film. Même si tu penses que tu te fais gâcher le film, t'es correct, là, tu sais.
Ben, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, si t'as jamais vu Scream et t'écoutes Scary Movie, tu sais pas pantoute qu'est-ce qui se passe, même si dans Scary Movie, ils le disent, là, carrément, là. Ouais, sauf que la première fois que j'ai vu Scream, j'avais déjà vu Film de peur 1 plusieurs fois, puis là, j'étais comme, je me suis fait gâcher le film pour vrai, puis je sais c'est qui, mais finalement, je suis correct, là, tu sais, on peut regarder les deux, ça dérange pas. Mais comme tu le savais, ouais, toi, tu l'as écouté quand même récemment, là, pour la première fois, le Scream. Ouais, c'est peut-être 1 an ou 2, là, Ouais. Puis comment t'as réagi quand t'as vu quand j'ai vu quoi. quand t'as vu Scream? Ben, c'était bon, là, c'est OK, vraiment bon. mais tu le savais, tu le savais clairement, comme ah ouais, c'est Billy Loomis. Non, moi, je pensais que c'était Dewey, parce que dans le film de peur, c'était Dewey. Fait que là, j'étais comme, Ah oh oui, shit, OK. ouais. OK, ouais, c'est ça. C'est ça, mais dans le fond, Dewey, dans le film de peur, il imite le Kevin Spacey là, dans Usual Ouais, c'est Suspect. ça, ouais. C'est ça. Ouais, ben, tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est parce que Scary Movie, il nous fuck le chien parce que c'est comme le, les deux gays, genre, qui veulent profiter justement de l'occasion qu'il y a un tueur en série pour tuer Sidney, pour s'enfuir ailleurs. Mais tu sais, c'est niaiseux au bout. Là. Ben, c'est drôle, c'est hot. Puis il y a beaucoup de. Il y a beaucoup justement de gens qui disent ah ouais, moi je vois Billy Loomis puis Stu Macker comme des homosexuels là, qui voulaient tuer puis avoir du fun ensemble. Tu te dis ok, mais ça fait pas du tout mention dans le film de ça. Fait que c'est comme. C'est des gens homosexuels qui veulent avoir des tueurs homosexuels, mais regarde, Peut-être, non, faut pas pourquoi forcer pas. non plus. Là. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, tu sais. S'ils veulent imaginer ça, tant mieux pour eux. Mais tu sais, justement, dans le nouveau Scream, j'ai été inquiet un peu, je te dirais, parce que, tu sais, bon, je suis pas anti-féministe, je suis pas anti-homosexuel, mais j'aime pas, tu sais, on s'en est souvent parlé, j'aime pas quand c'est trop forcé dans un film. Je trouve que ça gâche, justement, l'effet du film, tu sais, le septième art, qui est censé être la liberté de parole, oui, sais, ça me dérange pas de voir des homosexuels ou des femmes fortes, tout, mais quand c'est trop forcé, on dirait qu'il y a comme plus de message, c'est comme trop évident qu'ils veulent pointer Ben, là-dessus. c'est comme si c'est pour se donner bonne conscience, genre. Ben, c'est ça, ou d'attirer le plus d'auditoires possible. On va mettre ça féministe, ça va attirer les femmes. T'sais. Fait que j'avais un peu peur, dans le sens que c'est un film quand même qui parle beaucoup, il y a beaucoup d'adolescents personnages dans ce film-là. Fait que, admettons, comme la série Netflix, je trouve que c'est un peu forcé des fois, comment ils ont monté ça. La série Scream, là, je parle. Puis finalement, ben, il y a un personnage là, qui est homosexuel, puis c'est des nouvelles Final Girl, puis c'est pas forcé, puis c'est super smooth là, comment c'est fait. Puis, mettons, on pense au nouveau Black Christmas. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles, je t'en avais parlé quand j'avais été le voir. Ouais, mais non. OK. Mais Black Christmas, c'est un film des années 70. Là, c'est une sorority de girls à l'université, puis ils se font tout le temps appeler par un voyeur, puis comme il dit je vais te tuer, puis tout le kit, puis finalement il y a des filles qui se font tuer dans la maison. Il avait fait un remake en 2008 qui était quand même pas pire, là, sauf peut-être l'origine justement du tueur. Là, j'aimais mieux dans l'original qu'on savait pas pantoute d'où il venait, puis comme pourquoi il faisait ça. Tandis que dans 2008, ils ont donné une origine, puis c'était un peu bizarre. Mais le style slasher fait très bien dans ce film-là en 2008. Puis c'est à Noël, fait que c'est une gang de filles qui se font tuer. Puis là, au final, bon, ça finit un peu bizarre là, en 2008, mais je me rappelle le film original en 70, ça finit quand même mal. Là, puis ben, mal pour le personnage. Je trouve la fin est vraiment bonne, mais ça finit que la Final Girl, ben, elle s'en sort pas. T'sais. Mais ils ont fait un autre remake en 2019. C'est une gang de filles. Bon, ils se font. Ils ont quand même. C'est plus un reboot, là, je te dirais. Ils ont changé beaucoup la trame, la trame narrative, là, parce que là, c'est rendu un groupe de gars, d'une sororité de gars qui chassent les filles. Puis c'est comme
si tu veux, une tradition là, de sorciers. Ben, en tout cas, c'était bizarre, mais c'est comme toutes les filles qui se mettent ensemble, puis les tuent les gars. Puis à la fin, c'est beaucoup trop forcé comme sur le Girls Power, là, si je peux dire. Fait que c'était très mauvais. Il y a eu beaucoup de mauvaises critiques. Mais j'avais peur un peu de ça pour Scream, mais finalement, ça passe super bien. C'est vraiment smooth là-dedans. Je pense que le film qui le fait le mieux de rentrer cet aspect-là, mais de manière naturelle, puis que c'est bien, puis c'est normal, c'est Eternals. Puis si on s'enligne vers une façon de faire comme ça, ben c'est extraordinaire, tu sais. Ben le personnage qui est gay, c'est pas un enjeu, c'est juste c'est de même, puis c'est normal, puis comme on l'explique pas, puis c'est correct, là, tu sais. Ça, c'est beau. C'est ça. Il n'y a pas, admettons, il y a pas... il n'y a pas d'explication à dire non plus. Dans le monde dans lequel on vit, t'es homosexuel, OK, c'est rendu normal, dans le sens que dans les années 80, tu disais que tu étais gay. Il y avait beaucoup de... Bon, peut-être un mauvais exemple, là, années 80, tu pouvais le dire quand même, mais admettons, on retourne dans les années 60, c'était mal vu. Tandis qu'aujourd'hui, c'est normalisé dans le sens que sûrement qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont encore persécutés à cause de ça, là, les homosexuels. J'imagine que s'ils se battent encore, c'est parce que ils sont encore critiquables par rapport à ça. Mais je pense que en soi, dans la culture en général, c'est bien apporté. Puis il y a comme plus. Ben bon, c'est peut-être parce que je suis hétéro et je suis pas là-dedans, mais selon moi, il y a comme plus de combat à faire là, dans l'art ou dans le cinéma. Mais il y a encore beaucoup de gens qui disent je veux un film de super-héros homosexuel puis principal. T'sais. Mais regarde, ils ont fait Captain Marvel. C'était le film, la première super-héroïne, mettons, de Marvel. Puis ça a été un échec. Est-ce que c'est à cause que c'est une femme? Je ne sais pas, mais le film en tant que tel n'est pas tellement bon. Puis c'est peut-être par rapport justement à cet effet-là de forcer un peu trop sur le Girls Power ou sur le. Ben, en même temps, si le film est bon, peu importe c'est quoi, ça va être bon puis les gens vont le voir. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je me dis, gars, sur ce, je pense qu'on s'entend bien, toi puis moi, Ben. Puis, bref, le nouveau Scream, j'ai vraiment adoré. Je le conseille à tous ceux qui sont. Ben, même si vous ne connaissez pas le Scream original, allez le voir, là. C'est sûr que c'est mieux d'avoir vu l'original, mais même si vous ne connaissez pas l'original, c'est bien expliqué dans le film. Puis vous allez passer un bon moment pareil. Là. C'est sûr qu'il faut aimer le genre de film. Là. Mais regardez l'original aussi, puisque c'est un chef-d'œuvre. Ben oui, c'est un chef-d'œuvre, Ben. C'est un chef-d'œuvre. C'est un classique en son genre. Ben oui. Puis c'est ça. Ouais. C'est tout pour moi avec Scream. Veux-tu jouer avec mon bloc de Persona ou tu veux aller avec tes films d'horreur ou quoi? Ben, je peux peut-être poursuivre avec. Moi, j'ai écouté deux films d'horreur pour justement vu qu'on était dans la semaine justement de Scream puis tout le concept de l'horreur autour de tout ça. Okay. J'ai regardé. Ça tombe bien parce que je pense que mon dernier film de mon blog va aller avec ton film que tu as vu au cinéma aussi. Fait que ça ok, parfait. J'adore ça, Ben. J'ai regardé Hellraisers, un film de 1989, 87. Ouais, c'est 87, je pense. Tu sais, je pense que c'est une image mythique que je connais, le gars avec les aiguilles dans la face, mais j'ai aucune idée de ce film-là. Pinhead, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est un film que j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune, mais là, ça passé à la TV l'autre fois, puis je me suis dit, je vais réécouter. C'est pas. C'est un classique du genre, là. C'est rendu. Je pense, ouais, il rentre dans les slashers des années 80, là. Mais tu sais, c'est pas mythique comme, mettons, Nightmare on Elm Street. Ou Friday the 13 pour une raison, c'est que le scénario est un peu bizarre. C'est un cube mythique, surnaturel qu'un homme achète dans un pays orientaux, là, je ne sais pas où. Puis rendu chez eux, ben là, c'est comme un casse-tête, si tu veux, là, dans le cube. Puis il ouvre ce cube-là. Il se retrouve dans le monde de l'enfer surnaturel. Puis il se fait comme poursuivre par les Cénobites, qu'on appelle. C'est comme des créatures justement bizarres de l'enfer. Là. Justement, t'as Pinhead là, qui est là-dedans.
lui, il a comme plein d'épines dans la face. T'en as un autre il est gros, il porte des lunettes de soleil, il est bizarre. Mais c'est toutes des créatures, justement, de l'enfer bizarres. Puis ce bonhomme-là, justement, qui rentre dans le cube, ben, là, il se fait déchiqueter en lambeaux, tu sais. C'est un peu, quand tu découvres le secret du cube, c'est que t'es comme mutilé, si tu veux, de façon 50 Shades of Grey, mais comme mortel. C'est fatalement mortel, mais tu meurs en souffrant comme la jouissance comme pure. Là. Ouais, c'est un peu masochiste là, comme film. C'est bizarre, mais c'est ça pareil. T'sais. C'est comme ça qu'il l'explique là, dans le film. Puis là, t'as un couple qui est, dans le fond, l'homme, c'est le frère du gars du début qui meurt, qui vient habiter dans la maison où son frère squattait. Puis là, tu sens que son frère, c'est comme un criminel. C'était bizarre. Là. Puis lui, il arrive avec sa femme, puis il y a une fille plus vieille qui habite ailleurs. Puis là, bon, t'as sa femme que là, tu découvres dans le passé, elle a eu une aventure avec son frère qui est mort. Son frère, un moment donné, l'homme, dans le fond, en question, là, qui vient avec sa femme, ben, il perd du sang sur le plancher. Puis ce sang-là fait renaître son frère qui est comme des enfers. Fait que lui, il s'enfuit des enfers. Mais là, il est comme tout en boîte, là, comme il est mort, il n'y a plus de peau, il n'y a plus d'eau, il n'y a rien, genre, mais là, il réussit à parler à la femme de l'autre. C'est un peu bizarre, hein, quand même, j'explique. Mais c'est ça pareil, c'est le film, il est fucké. Puis là, il demande à sa belle-sœur, il dit faut que tu me fasses revivre, fait que faut que tu m'amènes des hommes, pour que j'y tue, puis que leur sang me redonne mon corps. Fait que là, elle est comme amoureuse de lui, fait qu'elle commence, dans le dos de son mari, elle commence à ramener tout plein d'hommes chez eux, dans le grenier, là, pour justement les attirer sexuellement. Fait que là, rendu dans la pièce, elle les enferme là, puis là, son frère, ben là, au début, il faut qu'elle les tue elle-même, là, fait qu'elle leur tranche la gorge, puis là, ben là, le méchant, le beau-frère, ben, il recommence à reprendre une forme, puis il n'y a jamais de peau, là, par exemple, mais tu vois comme toutes ses os renaître. Puis, c'est quand même bien fait parce que pour l'époque, c'est des effets spéciaux, des effets spéciaux faits à main. Là, fait que c'est pratique. Là, fait que c'est quand même bien fait. C'est le fun à voir, mais en tant que tel, le film est quand même assez long. Puis, même s'il est cool, il dure comme 1h20, mais c'est long comment la prémisse est faite. Puis, c'est long avant qu'on sache exactement c'est quoi le film et de quoi ça parle. Puis rendu à la fin, ben là, c'est free for all. La fille, justement, du gars, parce que là, le criminel, il tue son frère pour prendre sa peau. Puis là, sa fille, elle revient à la maison. Puis là, elle pense que c'est son père. Mais là, elle découvre que son père est mort. Fait que là, elle ouvre le cube pour que les Cénobites reviennent chercher justement ce criminel-là, puis ils le ramènent en enfer. Mais là, une fois que tu as ouvert le cube, les Cénobites veulent ta peau. Fait que là, ils poursuivent la fille. Puis là, à la fin, elle réussit à leur échapper, là, à les enfermer dans le cube. C'est un peu une fin, je te dirais, fantastique, un peu free for all, comme je te dis, parce que tu comprends rien de ce qui se passe. Là, elle les referme dans le cube, puis on dirait que c'est facile de même. Mais là, il y a des suites là, à Hellraiser. Là, il y a comme 5 suites qu'ils ont faites. Là. Je pense que la même fille qui a réussi à la fin à survivre, je pense qu'elle est là dans les 3 premiers. Là. Mais tu sais, t'as comme Henry Cavill, qui est le Superman de nos jours, là, que je pense qu'un de ses premiers films, c'est comme Hellraiser 5. Là. Ah Il ouais. joue là-dedans. Ouais. C'est un peu bizarre, mais j'ai jamais vu les suites. Mais le premier, bon, ça. C'était pas resté dans ma tête non plus, puis on le sait pourquoi. Là. C'est un peu fucké comme film. Il va faire un remake de ça, tu penses? Ben, pour vrai, ça serait intéressant d'avoir un remake, mais en même temps, ça serait intéressant pour les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, mais il faudrait un studio justement, qui veulent reprendre cette histoire-là qui est un peu fuckée. Là. Parce que tu sais, c'est Clive Barker, celui qui a fait Candyman. Ouais. Ça, c'est le même réalisateur. Ouais. Pourquoi pas qu'ils reprennent un concept de ce gars-là s'il vient de refaire un Candyman, je sais pas. C'est sûr que les Candyman qu'ils ont fait, il y avait un aspect racial aussi, là, mais. Ouais. Mais tu sais, justement, comme puis tu sais, l'histoire de Candyman, justement, c'est raciste, là, tu sais, c'est comme c'est le noir qui se fait tuer par des blancs. Mais tu sais,
ça n'avait pas très bien été reçu non plus, là, le nouveau Candyman. Fait que je sais pas si justement Hellraiser, sûrement que ça serait pas bien reçu non plus. Surtout que peut-être que Jordan Peele pourrait le produire, là, mais ça serait fucké. Là, c'est comme pas une histoire qu'on peut recréer de façon simple et coordonnante. Là. Mais bref, je le conseille à ceux qui veulent voir des classiques de l'horreur du genre, là, mais comme c'est pas c'est pas resté dans les mémoires pour ça. Sûrement que ceux, mettons, qui l'ont vu plus jeune, qui ont eu peur et qui ont des bons souvenirs avec. C'est un peu mon cas avec mes films que j'ai vus quand j'étais jeune. C'est la nostalgie de revoir un vieux film. Puis tu l'aimes, peu importe que ce soit bon ou non. Mais ce film-là, mettons, quand tu le regardes sans être justement attaché à ça nostalgiquement, c'est vraiment pas un bon film. Là. OK. Regardez Scream à place. Ouais, c'est ça. Scream, c'est bien meilleur. Puis j'ai regardé un autre slasher, mais que j'avais jamais vu, celui-là, puis il n'a jamais passé à l'histoire, ce film-là. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est un des premiers films, ben, je pense que c'est son deuxième film à Brad Pitt. C'est un film de 1989, puis ça s'appelle Cutting Class. En français, c'est Apprenti tueur. Puis c'est bien ordinaire là, comme slasher. Ça ressemble un peu à. Ben, ça ressemble. C'est un peu dans le même style que Scream, là, mais je te dirais 89, ils se sont basés un peu sur les premiers Friday the 13th. Là. C'est des jeunes à l'école que il y a un tueur qui tue des jeunes, puis là, à un moment donné, ben là, ils veulent savoir. Ouais, c'est ça. Brad Pitt. Un des jeunes, Brad Pitt sort avec l'actrice principale, justement, puis un des jeunes à l'école, ben, l'autre jeune, justement, que tu vois sur l'affiche, il y a comme des troubles mentaux, là, il a comme déjà été interné, fait que là, tout le monde l'accuse d'être le tueur, puis finalement, là, t'as comme des soupçons que c'est Brad Pitt qui serait le tueur, là, mais finalement, ben, c'est vraiment le psychopathe, là, à la fin, c'est évident, là, mais t'es quand même correct, là, écoutez, c'est cheesy comme film, là, mais je trouve que pour l'époque, ils se sont un peu basés sur le premier Friday the 13th parce que tu vois juste les mains. Quand quelqu'un meurt, c'est pas un tueur masqué. Fait que tu vois juste les mains, mettons, qui étreitent quelqu'un ou qui porte un couteau à sa gorge. Puis, ou bien tu vois le personnage se revirer, puis là, quelqu'un le pousse, mais tu vois jamais les mains le pousser. C'est un peu fait amateur, là, mais c'est quand même le fun de voir un jeune Brad Pitt là, jouer un dude. Là. Ben, le réalisateur de ça, c'est Rospo Pallenberg. Puis Ouais. il a co-réalisé L'Exorciste 2. Puis son dernier film, c'est Apprenti tueur en 89. Fait qu'il a fait 2 films. Ben, on le sait pourquoi. En écoutant Apprenti tueur, là, on sait pourquoi. Mais tu sais, c'est quand même. C'est des films de fun quand même à regarder. Tu découvres des vieux films qui n'ont pas passé à l'histoire. Ouais. Regardez Scream à place. Ben, Scream, écoute, c'est un classique. J'ai hâte de voir la suite, regarde. Ouais, ça va être intéressant, c'est sûr. Ils savent-tu si Ben, c'est les mêmes réalisateurs qui vont venir pour faire la suite de Scream? C'est pas encore officiel, c'est qui va le réaliser. Ils ont juste officialisé qu'il va y avoir une suite. J'imagine qu'ils vont garder quand même les. Parce que les réalisateurs, c'est deux réalisateurs. Là. Puis je pense qu'ils ont tout le temps réalisé ensemble, là, les autres. Fait que. C'est quoi c'est Ready or Not qu'ils ont fait? Ouais, il y a beaucoup de producteurs aussi de Ready or Not qui reviennent pour Scream. Puis Ready or Not, c'était quand même le fun à regarder. C'est comme une comédie d'épouvante, là, fait que c'est le fun. Ben, c'est ça, dans le nouveau Scream, tu sais, t'as pas justement cette. T'as des jokes, t'as des scènes drôles, mais ça reste comique comme le film original. C'est pas, mettons, de la comédie excessive, là, comme justement les deux derniers, le 3 puis le 4, je trouve, Wes Craven s'en est donné à cœur joie pour rentrer plus dans la parodie, si tu veux. Là. Ben, tu sais, quand tu rentres Silent Bob puis Jay ouais, dans ton film, c'est ça. Mais aussi, la conclusion, ça se passe à Hollywood. Fait que, c'est vraiment la satire à son plein niveau. Là, c'est à Hollywood, les acteurs qui overact. Là, fait que c'était surtout ça aussi. Là. Mais c'est ça, dans le nouveau
ils ont gardé quand même ça sobre, puis ça garde aussi justement l'effet de frayeur, de la terreur. C'est ça qui est le fun aussi. Parle-moi de Persona, mon Ben. Okay. Fait que lundi, j'ai regardé Persona, puis après ça, je me suis dit, je vais aller dans deux autres films qui sont comme dérivés de Persona, puis c'est le même concept. Fait que je vais en parler. Ben. Premièrement, Persona. As-tu déjà vu Persona? Un lundi? Ben oui, j'ai déjà vu Persona. Okay. Mais je ne l'ai pas vu par moi-même chez nous. Là. Je l'ai vu dans un cours de cinéma. Puis je suis comme fuck. Ben moi, c'est ça. C'était la deuxième ou troisième fois que je le voyais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au cégep. OK. Puis dans ma tête. Tu vois, moi, c'est au cégep, c'est la première fois que je l'ai vu. Ouais, c'est puis, ça. Je l'ai revu à l'université là, dans un cours avec Stéphane. Là. Ouais, OK. Un cours de scénariste. Là. Mais au moins, c'est comme la bonne place pour le regarder, puisque tu es dans les théories, puis tu peux comprendre un peu tout l'aspect psychologique. Ben, c'est ça. C'est ça. On en a beaucoup parlé après de la théorie, justement. Ça, parce que Persona, quand je l'ai vu la première fois, j'ai rien compris. Puis dans ma tête, dans mes souvenirs, tu le regardes, puis c'est un film que tu peux pas comprendre, puis que c'est juste un film à vivre. Là, quand je l'ai regardé cette semaine, j'ai comme fait, hey, c'est quand même c'est pas nécessairement accessible, mais c'est plus accessible que je croyais parce que l'histoire est simple, pareil. T'sais. Ben oui. Parce que l'histoire, c'est une infirmière qui se fait envoyer une actrice qu'elle a décidé d'arrêter de parler parce que je sais pas pourquoi. Fait qu'ils s'en vont sur une maison de silence. Ouais, ben je sais pas pourquoi elle décide de pas parler, c'est comme pas trop clair. Là. Ouais, c'est pas clair. Puis là, t'as comme la médecin qui dit allez dans ma maison d'été. Fait que là, ils vont s'enfermer là les deux, puis c'est un huis clos. C'est juste l'infirmière qui raconte sa vie à sa patiente. Puis c'est comme toutes ces tripes d'orgie, des affaires comme ça. Ouais. Tandis que l'autre, c'est comme elle a comme un mari, elle a des enfants, puis elle est comme vraiment straight. Puis c'est quand que l'infirmière se rend compte que l'autre est là pour créer un rôle un peu, puis l'observer pour comme créer son personnage. Elle vire sur le top, puis elle vire un peu folle. Puis c'est comme si tu as un inversement des rôles. Puis c'est comme si les deux personnages sont un, puis c'est pas comme pas trop clair. Mais c'est ça qui est le fun à vivre parce que tu es comme dans ta tête, tu es comme, OK, je sais pas. Mais comme, tu sais, un persona, c'est la théorie de Carl Gustav Jung, là, les archétypes. Ouais. Puis le persona, c'est le masque que tu projettes dans la société, mettons. Le ghost face, exactement. C'est sûr que je suis pas un spécialiste en psycho, fait que je veux pas aller trop loin là-dedans parce que je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ça le persona. Ben, c'est excellent, Ben. Fait que c'est comme les deux côtés de la psyché de la femme ou de. La notion de l'art aussi est en question dans ce film-là. Puis c'est comme la femme qui a ses pulsions sexuelles, qui fait des folies, puis l'autre femme qui est bien rangée, qui a une famille, puis tout. Puis c'est comme si le combat entre les deux. Puis c'est ça, dans le film un peu. Là. Puis tu sais, souvent dans le film, tu es ramené au concept que tu regardes un film, tu vois des gens qui filment la scène que tu regardes, ou tu as comme la scène du début avec la pellicule qui brûle, puis le petit gars qui te regarde sa mère à la télé, je sais pas trop, c'est bizarre. Là. Ouais, le pénis, là. Le pénis qui arrive genre 2-3 fois. Là. Ouais. Puis des fois, tu vois comme la fille qui parle pas, qui regarde des scènes de la vie, puis c'est pendant la guerre du Vietnam. Fait que c'est comme si tu te confrontes à ce qui se passe dans la vraie vie, puis par rapport à ce que tu regardes, tu as comme une distance, parce que tout ce que tu regardes, ça veut rien dire par rapport à ce qui se passe pour vrai. Puis toute cette notion-là que l'art, elle sert à rien. Ouais. Fait que c'est vraiment compliqué comme film, pareil, là, mais c'est moins compliqué que je me souvenais. Ouais, ben justement, tu sais, moi, ce film-là, j'ai toujours vu comme un exercice du 7e art, tu sais, dans le sens que il n'y a rien à comprendre, mais c'est un film que tu regardes pour l'esthétisme puis pour justement la performance qui est jouée à l'écran. Puis c'est une belle performance, là, mais. Ben, c'est comme un essai sur l'art aussi, là, parce que ça réfléchit sur le médium. C'est ça. Tu vois, tout ce que tu dis depuis tantôt, justement, ça a un lien avec justement Scream. Vraiment. Je parlais au début, dans le sens que Scream, comme tu disais, c'est un essai, mais tu regardes le nouveau Scream, puis ça nous rappelle toujours qu'on regarde un film parce que c'est un film qui explique le concept du film dans lequel on regarde le film. Tu comprends? Oui. Le concept des requels, le nouveau concept des requels, ben ça est expliqué dans ce film-là qu'il explique le nouveau film, justement, dans lequel il parle. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Effectivement, tout est dans tout. Hein? Tout est dans tout, Ben. C'est pas pour rien que Bergman, c'est comme c'est pas le plus grand cinéaste de l'histoire, c'est un des plus grands, là. Dans le top 3 probablement. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis dans plusieurs films, on reprend comme son influence ou
Même les deux autres films que je vais parler après, ben, c'est des films qui viennent reprendre exactement où ce que personne n'a laissé, puis c'est les mêmes techniques, mais qui amènent ça ailleurs, puis peut-être plus loin aussi. Là. Okay. Ouais, c'est lesquels, les deux films? C'est Mulholland Drive, puis Portrait de la jeune fille en feu. T'sais. Ben, juste pour Persona, c'est ça. Ça se trouve sur YouTube, j'imagine. C'est un film de 66 suédois. Ah, ben oui. D'après moi, YouTube. Je pense. Ben, sinon, sur Criterion Channel, mais sur YouTube, ça doit se trouver gratuit. Là. Puis il n'est pas tellement long non plus, là. Non, c'est 1h30, 1h25. Puis ça s'écoute comme un pet, là, pour elle. Ouais, c'est un pet dans l'air. C'est vraiment, c'est pas pour tout le monde. Si les gens ont envie d'écouter un film relax, écoutez pas ça. Là. Ben, si je trouve que c'est un film pour l'art du cinéma, tu sais, comme. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Si vous êtes intéressé par le cinéma, ben écoutez ça, là. Ouais. Il est peut-être même sur Netflix. Non, je pense pas. OK. C'est ça. Ben, Netflix gagnerait à avoir des films comme ça. Ouais, mais vu que c'est Criterion Channel, c'est eux qui ont les droits, je pense. Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, ils gagneraient, c'est sûr, assurément. Oh, Lynn. Fait que c'est ça. Après ça, là, j'ai regardé Mulholland Drive, qui c'est la même chose. T'sais. Sauf qu'ils amènent ça dans une autre, mettons ailleurs, là, puis différemment. Là. Ça dure 2h30 aussi, c'est plus long. Mais le concept est le même. C'est une femme. Ben, le film commence que dans le fond, c'est une femme qui a un accident d'auto avec des gens de mafieux, ou je ne sais pas trop clair c'est qui ces gens-là. Là, elle va se réfugier dans un genre de motel ou dans des appartements. Puis là, tu as une jeune Canadienne, Naomi Watts, qui arrive là, puis elle est toute contente, puis elle s'en vient à Hollywood, puis c'est comme le gros rêve hollywoodien. Ouais, elle veut devenir actrice, peut-être. C'est ça. Puis là, elle rencontre la fille qui est comme dans son appartement, puis ils deviennent un peu amis, puis ils essaient d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que la fille qui a eu l'accident, elle se souvient pas c'est qui, tu sais. Ouais. Ben là, après ça, comment expliquer ce film-là, parce que c'est... Tu sais, ça fait comme 5 fois que je le vois, puis je... David Lynch, hein? Ben, c'est ça, tu sais, ça fait 5 fois que je le vois, fait que à cette heure, je le comprends relativement bien. Sauf que, tu sais, la première fois que je l'ai vu, j'étais, ben ça, je vais raconter ça. C'est probablement le film qui m'a fait rentrer en cinéma, pour vrai, ça. Parce que je faisais un cours de complémentaire de cinéma avec Guillaume, quand j'étais genre tremplin deck, puis je savais ce que je faisais. Puis je faisais un travail là-dessus, puis quand j'ai vu ça, ça a comme explosé mon cerveau. Je me suis dit, oh fuck, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Puis tu regardes le film, puis tu comprends absolument rien de ce que tu viens de regarder, puis c'est génial. Mais non. Plus que tu fouilles, plus que tu as des clés, puis tout le film te donne des clés pour comprendre ce qui se passe, puis quand tu comprends, c'est pas si compliqué que ça comme histoire, parce que non, c'est ça. Le film commence par la fin un peu, puis ça revient, puis à la fin, ça fait comme le recap, là, mais... Memento! Ouais, non. Le fait, c'est que c'est quand même un peu dans les mêmes années. Je pense que c'est 2000, Mulholland Drive, 2001. C'est-tu... Ouais, j'aurais dit 99. Ben, ça se peut. 99, 2000, 2001. Je vais aller voir. C'est un des derniers... C'est un des derniers David Lynch, non? Ben, il a fait Inland Empire, puis je pense que c'est tout après. À part la série Twin Peaks qui est sortie là, une couple d'années. Mais tu sais, David Lynch, essaye d'expliquer le Styleway, tu sais, c'est des films aussi souvent qui sont tellement compliqués que, tu sais, c'est sûr, il y a une raison à quelque part pourquoi il fait telle affaire ou telle affaire, mais comme tu dis, c'est quasiment, justement, un film basé exactement sur Persona, tu sais, qui a voulu faire son propre performance. Ben, ça reprend la même notion des archétypes de Jung parce que c'est comme si tous les personnages étaient le personnage de Naomi Watts, mais qui n'est pas le personnage que tu vois. Puis Naomi Watts, c'est comme le personnage de la fille qui a un accident, mais que c'est vraiment elle se voit en elle, puis l'autre, elle se voit en elle. Tu sais, je pense que c'est un peu une critique du rêve hollywoodien dans la manière où ça a l'air tout beau, puis c'est tout du monde dégueulasse, pareil. Puis tu veux bien être ça. Tu veux tout le temps à ton prochain. C'est ça. Puis tu sais, Lynch aussi, je pense qu'il y a un rapport assez particulier avec Hollywood. Fait que j'imagine que ça parle un peu de lui à travers ça. Assurément. Tu penses pas qu'il aurait fait un film de super-héros? Ben, il a fait Dune. C'est pas un super-héros, là, mais non, non. Il aurait pas pu faire ça. C'est pas lui, tu sais. Mais non. Fait que c'est ça. Je le conseille à tout le monde, ce film-là. Ben oui. C'est un classique et tout, là. C'est un grand chef-d'œuvre. Il a été classé. Tu sais, à chaque 20 ans, je pense, ils révisent les cotes Mediafilm. Ouais. Parce qu'un film, quand ça sort, ça peut pas être classé 1. Mais tu connais-tu un peu le concept de Mediafilm, les cotes et tout? J'ai déjà lu là-dessus. Là. Ça fait quand même un bout. Okay, parce que, mettons, la majorité des films qui sortent au cinéma, ils ont une cote. 7, c'est comme les films tellement mauvais que c'est une fun à regarder. Tu sais. Ouais. Que j'ai pas d'exemple, mais en tout cas, mettons Papa et Demi-Lutin, c'est un 7. Là.
Puis 1, c'est un chef-d'œuvre. Sauf qu'un film qui sort ne peut pas être classé 1. Ben non. S'il est vraiment bon, il est classé 2. Puis avec l'épreuve du temps, à chaque 20 ans, ils vont réviser le film de 20 ans avant. Ben, à chaque année, ils révisent le film 20 ans avant. Tu sais, ils révisent par rapport aux critiques. Non, par rapport à l'épreuve du temps, je pense, le film. OK. Fait que mettons un film qui est classé 2, est-ce que le film classé 2 mérite d'être 1? Puis cette année, c'était l'année de Mulholland Drive, c'est 2001, là, j'ai checké. Ouais. Puis Mulholland Drive a été classé 1 à la place de 2. Puis il n'y en a pas beaucoup de films classés 1. Ça mérite, là, tu sais. Tu sais, je pense au Québec, il y a un film classé 1, c'est Les Ordres de Michel Brault. Ah ouais? Ouais. Puis Persona, c'était classé 1 aussi. God. C'est un grand chef-d'œuvre que je conseille. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Il est là sur le Criterion Channel, assurément, là, mais je sais pas. Ben, moi, je l'ai en VHS. Moi, j'ai en DVD. On peut le trouver, on peut le trouver. Non, ça se trouve, j'imagine facilement. Ça se vend, le Criterion, ça se vend en Blu-ray, je pense. Tu peux l'avoir en Blu-ray. Ouais. Mais tu sais, Criterion Channel, je sais pas, c'est genre 13$ par mois. Là. C'est des grands films d'auteur. C'est ça, si t'es intrigué, tu sais. Ouais. Si t'es étudiant en cinéma, tu sais, abonne-toi, là. Ouais, ça vaut la peine, je pense. Hein. Il y a beaucoup de films, justement, tu sais, que ce soit au cégep ou peut-être plus à l'université, mais il y a beaucoup de films qui nous proposent de regarder, puis que c'est introuvable, à part à la bibliothèque, là, mais à la banque. Là. Ben, imagines-tu, là, comme 30 ans, mettons, là, comment tu fais pour voir tous ces films-là? C'est pas nécessairement aussi accessible qu'on l'a aujourd'hui. Il faut que tu cherches. Là. Ouais. C'est ça qui est bizarre. Les archives, Ben. On est-tu chanceux, nous autres, à notre époque? On est chanceux. Mais, tu sais, en même temps, ces films-là, quand ils sont sortis, mettons, je pense à Persona, il est sorti en quelle année? En 66. 66. Ça prenait une bobine. C'est une bobine pellicule, il faut que tu la trouves, la bobine. C'est ça, c'est une bobine. Ils ont... Quand les premiers disques Laserdisc, les premiers comme avant les VHS, ils ont sorti des espèces de bobines à projecteur, là, comme. Puis d'après moi, ils ont sûrement sorti personnel là-dessus, puis ils ont fait des copies VHS sûrement au début des VHS, puis ça s'est perdu avec le temps, mais je suis pas mal sûr que tu peux trouver pas mal de vieux films sur VHS. Là. Bah, sûrement. Tu sais, probablement, tu regardes le temps que les DVD a duré entre, admettons, les VHS, quand les DVD ont commencé, jusqu'à ce qu'ils créent des Blu-ray, le HD. Il se passe beaucoup moins de temps qu'entre, admettons, les premiers VHS puis les DVD qu'on a eus. Ouais. Les VHS, ça date des années 80, ça date de 20 ans plus tôt. Ça a pris 20 ans là, avant d'avoir un film sur disque. Tandis que là, le HD, ben là, après ça, ça a comme pris. Admettons, tu comptes les DVD qui sont sortis vers 2003. Ben, les Blu-ray sont arrivés comme en 2006-2008. Tu regardes le 4K, on regarde du 4K depuis quoi, au moins 5 ans peut-être. 5 ans, tu sais. Fait que tu comptes 2008 à 2018, ça a pris 10 ans. T'sais. Prochaine étape. Le 8K ou le 16K. 8K ou bien le cinéma virtuel, reality. On est chanceux d'avoir accès à toutes ces œuvres-là, qui est facilement comme ça. Oui, on se compte chanceux parmi les moins chanceux. Fait que là, je vais poursuivre avec mon dernier film. Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film de 2019 de Céline Sciamma. Ouais, je l'ai pas vu, celui-là. Mais comme je te disais, si tu as envie de te risquer, il est là sur tout.tv, l'extra. Puis moi, mettons que tu me dis un coup de cœur dans les dernières années, c'est probablement mon coup de cœur des 5 dernières années. Je trouve ça incroyable, ce film-là. C'est vraiment bon, mais est-ce que tu vas aimer ça? J'en doute fortement. Ouais. Mais tu sais, j'ai regardé beaucoup de films que je n'aimais pas dans ma vie. Fait que ça me fait pas peur. Si, mettons, un moment donné, il passe à la télé, puis je peux le taper, je vais me risquer, pour l'amour du cinéma, Ben. Ben, il y a quelque chose à retirer de ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est très, très, très bon, là, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, la famille Bélier, j'ai détesté ça, mais... c'est pas le même genre de film. Dans le fond, c'est ça. Ouais, non, mais tu vois, Parasite, je pensais pas aimer ça, puis finalement, j'ai trippé, là. Ouais, non, mais c'est pas la même chose que Parasite pas en tout. C'est vraiment pas un choix.
Non, tu sais, en voulant dire que, tu sais, des fois, j'écoute des films que je pense pas aimer, puis finalement, ben, c'est le fun. Tu sais, j'ai pas encore regardé Les Misérables, mais peut-être que je vais triper, tu sais. Ah, mais ça, c'est un film accessible. C'est pas un film trop d'auteur, là, c'est très bon. Là. Et puis Lady on Fire. C'est ça. C'est pas accessible? Portrait de la jeune fille en feu. Ben, c'est un film qui reprend les codes de Bergman. Persona, il y a plein de repères visuels pareils comme on voit dans Persona. Tu sais, le plan de Bergman typique, là, c'est comme la face de face puis la face de côté de même, là, puis il jase. Ouais. Souvent, ils vont le reprendre dans ces films-là. OK. Dans le fond, ce film-là, ça se passe au 18e siècle. C'est une fille qu'il faut qu'il se marie. Elle est comme mariée de force. Puis Ouais. quand tu te maries à cette époque-là, il faut que tu te fasses faire un portrait. Mm. Puis comme elle veut pas se faire un portrait parce que elle veut pas se marier. Fait que là, tu as une peintre qui arrive là pour la peindre. Mais vu qu'elle veut pas se faire peindre, il faut qu'elle marche avec, puis elle fasse semblant qu'elle la peint pas, puis qu'elle le fait comme en cachette. Tu sais. Mm. Puis là, finalement, au fur et à mesure qu'il jase, tu comprends pourquoi elle se marie, parce que dans le fond, le mari qu'elle se marie avec, c'était comme le mari de sa sœur, mais sa sœur voulait pas, fait qu'elle s'est suicidée, fait que c'est comme elle qui a pris sa place. Tu Tabarnak. sais. Puis là, au Ça, fur que ça se j'imagine que c'est pas passe. bien expliqué. Ah, ben, J'imagine que ça, c'est pas bien expliqué dans le film. non, le film est simple. C'est pas dur OK. à comprendre, le film. C'est OK. c'est juste que le concept est le même, parce qu'au fur et à mesure qu'ils jouent ensemble, mettons, puis qu'ils jasent, ben, ils jouent ensemble, ils jouent pas ensemble, là, mais ils jasent ensemble. Ben, c'est comme ils deviennent un peu les deux la même personne, puis c'est comme si les rôles s'inversent au fur et à mesure que ça avance, tu sais. Puis c'est comme si la peintre, elle, elle a la liberté, puis c'est comme la femme qui a fait ce qu'elle veut, tandis que l'autre, c'est la femme qui est forcée de vivre un peu sa vie de femme qu'elle veut pas vraiment, tu sais. Ouais. Mm. Puis à travers ça, ben, ils tombent un peu amoureuses, puis c'est comme un amour impossible parce que des années 1700, mais tu peux pas être lesbienne, tu sais, ça existe pas. C'est Là, impossible. c'est C'est ça, tu sais. impossible. C'est comme pas accepté. Fait que t'as comme tout cet aspect-là qui joue, puis ça reprend aussi le concept du persona de Ouais. Bergman. Ouais, c'est peut-être moins psychologique, mais t'as quand même tout l'aspect des deux personnages qui deviennent un peu. Là, tu sais. Fait que ça, Mhm. c'est ça, c'était bon. C'est un film qui est très très froid, c'est comme des dialogues qui sont lus, on dirait, là, puis il n'y a comme pas trop d'émotion. Puis, tu sais, de ce que tu parles, justement, ces trois films-là, Persona, Mulholland Drive, puis Lady on Fire, tu sais, c'est trois films, justement, qui mettent en scène des femmes, Ouais. justement, des doubles. Ben, des doubles, tu sais, deux femmes qui vont se ressembler à certains égards, puis, tu sais, justement, qui vont peut-être trouver, justement, cette force-là ensemble, tu sais, pour avancer dans leur vie. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Puis tu sais, justement, dans le portrait de la jeune fille en feu, tous les personnages, c'est que des femmes. Tout ce que tu vois à l'écran, c'est que des femmes. Puis je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Parce que, OK. mettons, de souvenirs, là, je pourrais pas nommer un film que c'est que des femmes. Tu sais. Ouais. Je trouve que ça sert vraiment le film parce que c'est comme, tu comprends c'est quoi être femme au 18e siècle. C'est que ça représente. À un moment donné, tu vois une scène d'avortement. Tu sais, puis c'est quoi être avorté au 18e siècle? Il faut que tu le fasses en cachette, puis ça a l'air fucké un peu. Tu sais. Ouais. Fait que c'est OK, comme. tu veux dire, c'est pas, mettons, une femme qui joue l'homme, là. Il y a vraiment juste Non, il une n'y a femme. pas d'hommes. Mais tu sais, il y a Tu vois des pas le hommes, mais c'est des mari, là. figurants. Là, tu vois quasiment pas. Là. C'est que des OK, femmes que tu OK. vois. Tu sais. OK. Je trouve que c'est rafraîchissant parce que ça amène Ouais, un c'est point de vue intéressant. différent, tu sais, c'est ça. Puis qu'on voit jamais, jamais, jamais au cinéma. Fait que je trouve que Ouais. c'est une des Ben, forces du film. tu vois, Black Panther a été populaire parce que c'est comme le premier film qui met en vedette le plus de noirs possible, là. Ben, c'est Même s'il y a rafraîchissant, tu sais. eu, même s'il y a eu d'autres films là, qui ont mis juste des noirs. Mais tu sais, comme c'était le premier super-héros noir, puis tu sais, c'est comme le King, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un changement d'air, tu sais, qu'on vit, là. Ben, c'est rafraîchissant parce que tu sais, C'est c'est de voir refresh, une autre réalité, puis c'est de voir à travers le regard de d'autres personnes aussi, puis ça, c'est le c'est fun, tu sais. vrai, c'est ça. Fait que, C'est intéressant. ouais, Ben, tu vois, mon dernier film que je vais te jaser, ouais. il vient un peu tu sais, en lien avec le tien, comme tu disais tantôt, parce que, ben, avec le tien, avec Avec les ce que femmes, tu là. jases là en ce moment. Ouais. Parce que j'ai été au cinéma une autre fois, Ben, puis j'ai été voir les 355. Je sais pas si on dit 355 ou 355. Dans le film, ils disent 355. 355, là. Ouais. 355. Puis, dans le fond, c'est des bonnes vedettes quand même dans ce film-là. T'as Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, qui a été quand même populaire dernièrement. Là, dans les dernières années, elle avait fait un film, je pense que c'était un film allemand. Là. In the Fade, là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, c'était elle, je pense. Ouais, c'était elle. Puis,
c'est ça. T'as Lupita Nyong'o aussi, là, qui joue dans le film. Fait que, tu sais, c'est un groupe de femmes, toutes des bonnes actrices, j'ai rien à dire pour ça. C'est un film qui met justement en scène différentes agentes gouvernementales de différents pays qui doivent faire équipe ensemble, un peu hasardeux, là, pour sauver le monde. Parce que là, il y a comme une. C'est une carte électronique qui peuvent contrôler tous les aéroports, tous les engins électroniques dans le monde entier. Fait que, il ne faut pas que ça se retrouve dans des mains de terroristes. Là, fait que c'est un peu une espèce de mélange entre Mission Impossible, James Bond puis Jason Bourne. Là, c'est comme un film d'espionnage, action. L'action est bonne. Le film en soi, il est divertissant, il est le fun. J'ai passé un beau moment. Là. Mais ce qui me bloque justement à ce film-là, c'est comme je te parlais un peu avec Scream, au début là, du podcast, c'est le film, je trouve la publicité autour de ce film-là a été beaucoup trop forcée, puis comme moi je voyais beaucoup d'entrevues justement avec Jessica Chastain qui disait ça va révolutionner le film d'espionnage. On n'a jamais vu la femme dans un film d'action comme ça. C'est rafraîchissant, c'est nouveau, puis allez voir ça. Le film, très cliché. C'est le groupe de femmes, oui, ils font équipe, mais tous les méchants, c'est des hommes blancs qui sont puissants, ils sont riches, toute l'équipe. C'est peut-être vrai dans le monde, c'est peut-être ça, là, les hommes blancs, c'est les plus riches puis les plus puissants. Mais c'est un peu trop flagrant. Dans ce film-là, c'est un peu trop cliché du fait que, OK, on va combattre des hommes qui veulent nous contrôler. Quoi qu'il en soit, le film est quand même bon et divertissant. Les scènes d'action sont bonnes. Les filles sont en talons hauts, puis ils sautent. Là, ils sautent en haut, puis ils se battent comme des espionnes. Mais j'ai rien vu de révolutionnaire là, dans ce film-là. Puis même les critiques sont pas tant bonnes. Non, Là, les critiques du public sont pas bonnes, les critiques sont pas bonnes non plus. Non, c'est ça. Puis c'est dommage parce que pour la brochette d'actrices qu'il y avait là, ça aurait pu être justement révolutionnaire puis un peu plus divertissant là, que ça, mais c'était quand même, ça restait un film d'action, d'espionnage. Puis le réalisateur, c'est Simon Kinberg. Là. Ouais. Il a fait 2 films. Celui-là, puis c'est quoi son autre film? Dark Phoenix, c'est comme le pire X-Men de la série, puis en tout cas, il a pas fait des bons films à date. Là. Fait que je sais pas ça va être quoi son prochain, mais c'est ça qui arrive, là. J'adore les films d'espions, puis les films d'action de ce genre-là. Je trouvais que c'était un peu un expendable de femmes. Il en parlait un moment donné là, de faire une espèce d'expendable avec des femmes, justement, de l'époque qui se réunissent, là, un peu comme Sylvester Stallone, là, avec Arnold Schwarzenegger et toute l'équipe. Mais ce qui marche avec The Expendables, Expendables, c'est pas des bons films d'action, dans le sens que c'est pas... La trame narrative là, est vraiment pas bonne, là, des films, les sacrifiés, là, les Expendables. Mais le but du film, c'est juste de nous faire vivre un bon moment en retrouvant les grosses vedettes d'action des années 80-90. C'est ça qu'on veut voir quand on va voir les Expendables. Mais là, dans ce film-là, c'est que c'est pas justement... Ouais, c'est qu'ils n'ont pas le background des autres acteurs. C'est comme si ils n'ont pas le background, c'est ça. Ils n'ont pas le background, puis comme... mettons, ça me faisait penser des fois au dernier Debbie Ocean qu'ils ont fait, là, Debbie Ocean Hate. C'est comme un Danny Ocean, mais avec juste des femmes. Là. Puis, tu sais, ce film-là, il était divertissant, parce que, bon, ça reste une espèce de ça reste un Danny Ocean, dans le sens que c'est des femmes qui se mettent ensemble pour voler, puis c'est un braquage, là, fait que c'est toujours le fun, ce film-là, chaque personnage a son rôle, puis c'est des situations cocasses qu'ils vivent. Mais ça me faisait un peu penser à ça de temps en temps dans ce film-là, parce que chacune a ses propres aptitudes. Là, mettons, Lupita Nyong'o, elle, c'est la spécialiste recherchiste là, sur l'Internet. C'est comme la fille qui est cachée en dehors avec ses ordis, puis elle va dans les systèmes, toute l'équipe. Tandis que Jessica Chastain, puis
Diane Kruger, eux autres sont plus des filles de terrain. Fait que c'est eux qui vont se battre sur le terrain, toute la kit. Mais sinon, c'est un film bien normal, ordinaire. Là. Mais on dirait tant qu'à ça, regarder Charlie's Angel. C'est ça. C'est bon, Charlie's Angel. Ben oui, sauf le dernier qu'ils ont fait, c'était vraiment pas bon, mais les Charlie's Angel, avec Drew Barrymore. Drew Barrymore, c'était Scream, tout est dans tout. Mais non, c'est ça, c'était bien sans plus. Je dirais pas un bon film, mais c'était le fun à regarder, tu sais. Tant qu'à ça, regarder Portrait de la jeune fille en feu, c'est... En tout cas, en ce moment, au cinéma, il y a des petits bons films. Spider-Man, Scream, aller au cinéma. Licorice Pizza. Ouais, Licorice Pizza, j'imagine que c'est bon aussi, je l'ai pas vu. Des très bonnes critiques. Puis PTA, c'est toujours très bon. Ouais. Ben, il y a la Matrix aussi, que les critiques sont mitigées, par exemple. Hein. Je l'ai pas vu non plus. Je le reçois le 8 mars chez nous, fait que j'irai peut-être pas le voir au cinéma, mais j'ai hâte de voir quand même qu'est-ce que ça donne. Mais tu vois, ça aussi, c'est comme un requel, tu sais. Parce que, tu sais, c'est comme un retour aux sources, puis c'est comme une resuite, tu sais. Je sais pas si faut oublier les deux autres suites qu'ils ont faites, mais, tu sais, c'est un requel. On verra. C'est un peu comme le Ghostbusters, tu sais, qu'ils ont fait. C'est un requel aussi, tu sais, c'était pas bon, tu sais, mais c'est ça qui arrive. C'est ça pareil, tu sais. On verra. Tout est dans tout, Ben. Tout est dans tout. On verra. C'est ce qui conclut ma semaine. Puis toi? Moi aussi. Regardez Portrait de la jeune fille en feu, sur tout.tv extra. Là. Il y a un mois gratuit, tu peux prendre, c'est très bon, là. Je te conseille. Okay, c'était écœurant. Moi, je vous conseille Scream au cinéma. Puis Scream, le premier aussi, je sais pas où ça se trouve. Mais... je pense qu'il est sur Amazon Prime. Cherchez Simonac, ça va pas. Mais Scream, c'est très accessible. Là. Tu peux l'acheter un peu de où. Ah ouais. Ça doit se trouver sur Internet en piratant. C'est excellent. C'est excellent. J'ai 18 copies chez nous. Venez le louer. As-tu 18 copies pour vrai? Non, mais j'ai le DVD, j'ai le Blu-ray, j'ai le VHS. J'ai pas mal de copies. Là. Ben, regarde, je suis un maniaque. C'est American Psycho. Tu regardes quoi pour la semaine prochaine, Benz? Là, on regarde-tu Les Misérables? Ouais, on pourrait se le mettre sur notre liste. OK, ben, Les Misérables. Puis hier, à Télé-Québec, tu avais Vivre le spectacle spectral. C'est genre un... Ben, tu sais, Claude Pelgag, tu connais-tu? Ouais. Ça, c'est mon artiste musical préféré. Puis, vu qu'elle faisait pas de spectacle, mettons, l'année passée, elle a fait un film avec son spectacle, mais c'est comme un film... C'est pas un spectacle filmé, c'est genre un film pour vrai. Fait que ça jouait à Télé-Québec hier, que je l'ai tapé, que je vais regarder ça. Il paraît que c'est vraiment très bon. OK, c'est intéressant. Ça joue demain soir en reprise si quelqu'un veut le taper ou le regarder. Fait que... OK. Quelqu'un écoute pas ça. C'est dimanche soir en reprise. Ouais, ben c'est sûr, il y a le Super Bowl. Fait qu'on va regarder nos priorités à la bonne place. Ah, mais tu peux le taper. Il paraît que c'est très bon. C'est sûr qu'à cette heure, on peut le taper n'importe où, Ben. Ouais. Mais c'est intéressant, Ben. C'est intéressant ce que tu dis. À part ça, je sais pas. Moi, j'avais commencé un VHS que j'avais jamais vu à date. C'est Celebrity. C'est un film de Woody Allen. Ah ouais? Début 2000. Fin 90, début 2000. Puis c'est intéressant à date, fait que je vais continuer ça. Attends, je vais aller voir c'est quoi. Celebrity. C'est en noir et blanc, mais c'est comme tout plein de... C'est une brochette d'acteurs qui... Avec Kenneth Branagh. Ouais. T'as Leonardo DiCaprio dedans, t'as plein de personnes. Winona Ryder. C'est intéressant, fait que je vais me lancer là-dessus. Puis sinon, je vais sûrement aller au cinéma, Benz. Ben, je te connais. On va en profiter pendant que c'est ouvert. Ah ouais. Tu sais c'est quoi je vais aller voir? Non. Il y a plein d'autres nouveautés. C'est sûr que Licorice Pizza, j'aimerais ça l'écouter, mais il ne joue pas dans mon cinéma près de chez moi. Fait que je vais devoir aller voir Death on the Nile avec Kenneth Branagh aussi. Ah, j'ai vu des critiques moyennes, mais des critiques absolument dégueulasses. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Moi aussi, j'ai vu ça. Mais le premier aussi avait eu des critiques un peu moyennes. Fait que, puis j'avais quand même bien aimé le premier, Murder on the Orient Express. Parce que tu sais, je pense que
sais, mon site Little White Lies, le site britannique que je suis un peu, ils ont donné Ouais. 1 étoile, ben 1 sur 5, je pense. Oh, tabarouette, C'est ok. pas bien bon. Mais j'ai lu aussi, le film avait été banni là, en Israël, je pense. Ah ouais, À cause pourquoi? de Gal Gadot. Ouais, à cause de Gal Gadot. Non, c'est peut-être ailleurs. En tout cas, je me rappelle plus où, mais il a été banni quelque part à cause de Gal Gadot. Là. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas lu, là, mais c'est ça que j'ai vu. Il y a plein d'affaires qui se passent dans le monde, Ben. Ouais. Ben, je vais quand même aller le voir parce que c'est intéressant. Hercule Poirot, j'aime bien ça. Puis sinon, ben, ça dépend quand est-ce qu'on fait le podcast, mais la semaine prochaine, tu sais, c'est quoi la nouveauté au cinéma? Non. Ben, je sais pas. Uncharted. Ah ouais, non. Non. Uncharted. Avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Avec Red. Ouais, Red. J'ai hâte de voir ce film, puisque j'ai déjà joué aux jeux vidéo, fait que c'est intéressant. Puis ça ressemble un peu à Tomb Raider. Fait que Ouais. on regardera ça. On regardera ça, Ben. Je suis bien sceptique de ce film-là. Ça a l'air plate, là. Ça a l'air correct, mais c'est un film de Sony. Dans les dernières années, Sony font leur argent avec Spider-Man. Je sais pas si ça va être bon, Ben. Je sais pas. J'en doute. Mais en tout cas, on va laisser la chance au coureur. Là, mais... On laisse la chance toujours au coureur, Ben. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai perdu ce que j'allais dire. Ah oui, le 4 mars, par exemple, ça va être intéressant. Batman. Parce que Batman. Ouais. Le Batman. 2h56. That's it. Ça va être bon. On se tient au courant. Salut Ben! Salut!